Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition qui sera grandement consacrée à la fête nationale monégasque. Nous reviendrons bien évidemment sur les temps forts de ce 19 novembre, de la messe d'Action de Grâce en la cathédrale de Monaco au défilé militaire sur la place du Palais Princier. Nous recueillerons également le témoignage du commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro, sur cette fête nationale qui s'inscrivait dans la commémoration du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Puis nous vous ferons vivre cette fête nationale de l'intérieur. Côté coulisses, comment la population a célébré cette fête du prince? La réponse dans quelques instants. Dans le cadre des festivités, 200 drones ont offert un show spectaculaire dans le ciel de la principauté. Nous y étions. Dans ce journal également, nous ferons le point sur la COP27 à Sharm el-Sheikh. La conférence se terminait officiellement hier, mais les discussions entre pays se sont poursuivies aujourd'hui. Nous ferons le point avec le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Et puis l'AS Monaco Basket renoue avec la victoire. Elle a dominé hier en Euroleague Baskonia dans la douleur. Nous vous en dirons plus dans ce JT. Vous avez pu la suivre en direct sur notre antenne et nos réseaux sociaux. La fête nationale est l'occasion pour les Monégasques et résidents de célébrer son identité et ses traditions. La population était au rendez-vous ce samedi pour assister aux festivités. Quels sont les temps forts à retenir de ce 19 novembre? Élément de réponse avec Sandrine Nègre. Premier temps fort de cette fête nationale au cœur de la cathédrale, la messe solennelle d'Action de Grâce en présence de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène ainsi que de la famille princière. Messe rythmée par des lectures, chants, oraisons, méditations et par l'homélie de l'archevêque Monseigneur Dominique-Marie David. Place ensuite au Te Deum. Au sein de la cathédrale, les membres du diocèse, mais aussi la maîtrise, les petits chanteurs, le ténor Hervé Lamy, à la direction Pierre Debat et au grand orgue Olivier Vernet. Instant toujours très émouvant, la prière pour son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Second lieu essentiel pour la fête nationale, la cour d'honneur du Palais Princier, sous le regard notamment du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Honneur à l'étendard, honneur au souverain, revue des troupes, remise d'un signe de grade aux militaires, remise des ordres princiers et décoration au personnel civil du palais. Enfin, sur la place du Palais, une unité de la Marine nationale française et une unité de l'Armada Spagnola, présente afin d'évoquer le passé militaire du prince Albert Ier, selon le souhait du prince Albert II. Hommage à l'Espagne à travers la musique aussi. La présence du prince Albert II sur la place revêt un caractère exceptionnel. Le souverain remet aux fanions de la sûreté publique l'ordre de Saint-Charles, 120 ans après sa création par le prince Albert Ier. Sûreté publique toujours qui dévoile lors du défilé les nouveaux véhicules de couleur noire sérigraphiés en rouge et blanc. Les deux fanions, celui du prince explorateur et celui du prince Albert II, sont réunis. Une image forte, à eux deux, 174 ans d'histoire. Tout ceci sous le regard de la famille princière aux fenêtres, acclamé avec joie par la population, comme de coutume, à la fin. Et nous sommes avec le commandant supérieur de la force publique pour recueillir ses premières impressions. Bonsoir Tony Varro. Bonsoir Émilie. Nous venons de voir les temps forts de cette fête du prince. Quel est votre sentiment à l'issue des festivités sur le Rocher? C'était un beau moment, hein? C'était un magnifique moment, le temps était de la partie et le prince souverain était satisfait effectivement de la prestation. Et beaucoup d'effervescence aussi sur la place du Palais, hein? Beaucoup d'effervescence cette année, effectivement, et notamment j'ai été obligé de... j'étais un peu gêné demain sur les honneurs finaux où la liesse était déjà en route avec les pipi-pourras. Mais c'est toujours bon de retrouver le public, hein, sur la place. Ça fait du bien, ça faisait longtemps et on a pu pour une fois revenir sans nos masques, ce qui était quand même très appréciable. Et quel moment garderez-vous en tête, colonel, vous, de cette fête nationale?
Alors deux moments importants. Le premier, c'est d'avoir pu faire la commémoration du prince Albert Ier, donc sa disparition depuis 100 ans, notamment sur sa participation dans 2 unités. Il a appris, on va dire, dans l'Armada Española, c'est-à-dire la marine espagnole, et après il a mis en œuvre, notamment dans la marine nationale française. D'où la présence des invités cette année pour le défilé militaire. Hein. Exactement. C'était effectivement le souhait du prince souverain. On a pu le réaliser et nous étions très heureux de pouvoir avoir à nos côtés pour cette fête nationale ces deux belles unités. Et fier aussi de vos hommes aujourd'hui ? Très fier d'être à leur tête. C'est une équipe qui est très exigeante mais qui a su s'adapter, puisque cette année c'était quand même pas comme d'habitude, et c'est jamais comme d'habitude puisque chaque fête nationale reste, je dirais, unique en soi et chacun a mis du sien. Et la réussite, elle tient principalement à la participation, à l'engagement de chacun. Oui, c'est un moment important puisque c'est l'occasion de les mettre à l'honneur. Hein. Exactement, c'est effectivement les mettre à l'honneur. Et un deuxième temps fort, je voudrais revenir dessus parce qu'il est important, c'est les 120 ans de la direction de la santé publique qui ont permis au prince souverain d'être parmi nous, donc, et qui a permis, je dirais, qui a décoré le fanion de cette prestigieuse unité qui est la santé publique de ces 120 ans, créée par le prince Albert Ier aussi en 1902, il ne faut pas l'oublier, ce qui a permis d'avoir un moment fort aussi dans cette fête nationale. C'est difficile de gérer tout cela. On prépare cette fête nationale bien en amont. Hein. Oh oui, on commence dès début novembre par notamment des répétitions d'ensemble, puisque je dirais l'ordre serré est enseigné et maintenu, je dirais, dans 2 unités, donc chez les carabiniers en particulier, un peu moins chez les sabres-pompiers, mais ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Et c'était un peu compliqué, notamment cette année, puisqu'on avait 2 unités étrangères. Alors la marine nationale française, on a les mêmes codes. L'Armada Española, elle, a ses codes à elle. Et il a fallu caler tout ça, notamment lors de la dernière répétition hier. Pour être à l'unisson, c'est beaucoup d'émotions aussi le jour J, un peu de pression ou pas du tout, colonel? Si je vous dis qu'il n'y en avait pas, vous ne me croirez pas. Il faut la gérer, tout simplement. C'est des moments importants où effectivement c'est le rendez-vous du prince avec, je dirais, l'ensemble, les nationaux et, je dirais, les résidents. Et c'est le seul moment que l'on a pour montrer aussi notre savoir-faire, notre rigueur et je dirais notre capacité à pouvoir s'adapter et à réaliser des cérémonies de cette ampleur. Vous avez rappelé les symboles de cette fête nationale. Elle était particulière aussi pour une personne, puisque c'était la première de Martial Piet qui a pris la succession de Gilles Convertigny à la tête du corps des carabiniers du prince. Hein. Effectivement, le commandant Piet, qui est donc été promu par le prince souverain au grade de lieutenant-colonel, c'était sa première prestation. Il s'est très bien débrouillé. Bien, merci beaucoup, Tony Varro, de nous avoir partagé votre sentiment et votre témoignage sur cette fête nationale 2022. Merci Émilie, bonsoir. La fête nationale est un moment très important aux yeux des Monégasques, mais pas que. Nombreux étaient venus de très loin ce matin pour assister aux festivités. Julia Vial et Hugo Comaza ont vécu ce 19 novembre auprès des curieux et des fidèles de la première heure, tout en mettant en valeur les traditions culinaires. Regardez. Nous sommes arrivés aux aurores ce matin pour être au premier rang de la fête nationale, mais nous n'étions pas les seuls. Chloé et Nadine ne sont pas monégasques, mais elles ne voulaient rien rater de ce moment hors du temps. On aime bien Monaco, on trouve ça super joli, on a un attachement un peu particulier à la famille princière et c'est pour ça qu'on estime que c'est une chance d'être ici aujourd'hui. La magie de l'instant se partage à plusieurs. De son côté, José Hernando arrive tout droit de Barcelone et il a ramené dans ses valises ses parents pour qu'ils découvrent tout le charme de la principauté en ce jour particulier. J'ai invité mes parents pour venir pour fêter ce jour-là. Ça fait 1 an et demi que je travaille ici, donc du coup j'ai déjà connu l'année dernière comment ils font pour ces jours les monégasques. Donc ça m'a plu de voir ça l'année dernière et du coup je les ai invités et comme ça ils peuvent aussi faire partie de cette journée si spéciale pour les monégasques. Et pendant ce temps, sur le marché de la Condamine, les commerçants ne chôment pas et se préparent justement à accueillir tout le public venu rendre hommage à la famille princière. Un stockfish géant est en train de mijoter. La recette du stockfish, c'est l'huile nouvelle, de l'ail et de persil.
et de poivrons. Et évidemment le morue, les pommes de terre et les olives. Monique est évidemment venue déguster cet appétissant stockfish, mais elle était surtout présente pour faire honneur à la famille princière si chère à son cœur. La famille princière est très importante pour nous. Nous l'aimons beaucoup, surtout nos deux petits héritiers, le petit garçon, la petite fille. Ah là là, on est heureux de les avoir. Vous l'aurez compris, cette fête nationale est une fête de cœur et de partage. Et quoi de mieux pour partager que de déguster des produits du terroir monégasque, tout un symbole pour ses commerçants. On est là pour faire honneur à tout ce que, disons, tous les monégasques et pour montrer qu'il y a du vrai artisanat à Monaco, qu'on fabrique des choses sur place, qu'on est fiers de produire des choses naturelles de qualité. Faire honneur aux monégasques et à la famille princière, la mission semble réussie. Vous n'avez qu'à voir cette foule incroyable qui a rejoint nos premiers arrivants du matin. Ce 19 novembre 2022 laissera sans aucun doute encore une fois son empreinte dans l'histoire de la principauté. Oui, cette fête nationale restera également dans les mémoires des récipiendaires des différentes distinctions remises en amont de ce 19 novembre. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le ministre d'État, Pierre Dartout, a remis les décorations pour la sûreté et la force publique, une cérémonie qui s'est déroulée sur l'esplanade du Grimaldi Forum. Vous aviez peut-être les yeux rivés vers le ciel hier soir aux alentours de 20 h pour admirer le spectacle de drones donné dans le cadre de la fête du Prince, une véritable prouesse technique qui a remplacé le traditionnel feu d'artifice. Retour sur cet événement lumineux et musical avec Fabien Bonilla et les équipes de Monaco Info. Après l'essai concluant de l'an passé, un spectacle de drones a été proposé vendredi soir dans le cadre des festivités organisées par la mairie. En tout, 200 drones lumineux ont été installés dans l'après-midi sur la place du Palais. Cette année, le show d'une durée de 12 minutes a été entièrement dédié au prince Albert Ier, dont la principauté célèbre les 100 ans de sa disparition. La complexité, c'est déjà c'est un lieu emblématique, ça nécessite vraiment du travail, des tests. Ça fait des mois que les équipes travaillent sur ça. Et les conditions météorologiques, on croise les doigts qu'elles se maintiennent. À chaque fois qu'on fait un drone show sur la place du Palais, c'est toujours une première. Pour nous en tout cas. On est aussi stressé que la première année. Cette année, ça va être, j'espère, plus cool, plus sympathique, plus aérien. Un spectacle aérien mais aussi sonore. La musique a été spécialement et entièrement composée pour l'occasion par Bruno Abel. Un show à l'image d'une bande-son de cinéma. Toute ma vie, j'ai été attiré par les horizons nouveaux. Être le capitaine d'un navire, c'est tenir le cap, parfois dans la tempête. On parle de voyage, on parle de conquête, on parle de technologie. Et donc moi en fait au départ je pars de ça en fait. C'est vraiment la découverte du monde, le voyage. Donc voilà, donc moi je me suis vraiment essayé de s'inspirer. D'essayer d'avoir quelque chose d'épique, d'essayer d'avoir quelque chose qui soit voilà, de l'ordre un peu musique de film, voilà, que ça soit quelque chose qui nous donne l'impression qu'on est dans une aventure en fait. Voilà, c'était surtout ça l'objectif. Objectif réussi, le spectacle chorégraphié par la société MC Click est revenu sur les explorations du prince Albert Ier en Antarctique, mais également sur les différentes facettes du souverain, l'homme visionnaire, de science et de paix. Le public a pu profiter du spectacle de 12 minutes. Il était visible de tout Monaco et bien au-delà, un show qui a semblé séduire les spectateurs. C'était super bien. Moi, je trouve qu'il faudrait faire ça toutes les années. Tous les jours même. Oui. Ce qui m'a plu, c'est que c'était illuminé, ça change du feu d'artifice et c'était vivant, joyeux. C'est moderne. Ouais, moderne. C'est la nouveauté, la nouveauté. C'était très bien fait, on les voyait bien, je trouve que c'était très bien. La technique est incroyable, donc non, ça fait plaisir à voir. Niveau écologique, c'est bien et c'est un joli spectacle pour les enfants, c'est parfait. C'était vraiment sympa aussi la transition quand il y a Viva Moon et Goût avec les drones, avec l'accent tréma aussi, c'était vraiment plutôt drôle. Viva Monaco. Cette fête nationale est l'occasion de réunir la population autour de la famille princière. Elle est également l'opportunité de réunir l'ensemble du corps consulaire
et diplomatiques en principauté, celles et ceux qui représentent Monaco à l'international. Une réception et un dîner ont eu lieu hier au Yacht Club de Monaco en présence du prince Albert II et de la princesse Charlène. Ce midi, ce sont les ambassadeurs qui se sont réunis à l'hôtel Hermitage pour un déjeuner à l'issue des festivités sur la place du Palais Princier, autour notamment du ministre des Relations extérieures et de la coopération. Isabelle Béraud-Amadei, qui était il y a quelques jours à Sharm el-Sheikh en Égypte pour participer à la COP27. Le ministre a pris part à plusieurs réunions ministérielles et aura pu prendre le pouls de cet événement où l'on attend beaucoup d'engagement de la part des pays signataires de l'accord de Paris. Alors que la conférence des Nations Unies sur le changement climatique devait se clôturer officiellement hier, les négociations étaient toujours en cours aujourd'hui. C'est l'occasion de recueillir le sentiment d'Isabelle Béraud-Amadei qui est avec nous ce soir. Bonsoir Madame le Ministre. Bonsoir Émilie. Cette COP27 était placée sous l'ère de la mise en œuvre. Quel bilan pouvons-nous tirer de cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques ? Effectivement, cette COP était intitulée la COP de la mise en œuvre, après d'intenses négociations, d'abord pour les règles d'application de l'accord de Paris, qui avait été adopté à Katowice en 2018 et dans le cadre du pacte pour le climat à Glasgow. Alors c'est un petit peu tôt pour dresser un bilan, puisque les négociations ne sont pas terminées à l'heure où je vous parle. Il semblerait même qu'elles se prolongent ce week-end. Ça a été une COP, j'allais dire, où il y avait beaucoup d'attentes de la part des pays en développement qui sont arrivés avec certaines exigences. On a senti aussi un clivage entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais j'espère en tout cas que dans le cadre de la poursuite de ces négociations qui donc, j'espère, vont trouver une issue favorable d'ici la fin du week-end, on arrivera à trouver un terrain d'entente entre les pays développés et les pays en voie de développement. La principauté de Monaco participe aux négociations. Quelles ont été la teneur des échanges sur place ? Alors, la principauté participe essentiellement au travers d'un groupe qui s'appelle l'EIG, le groupe d'intégrité environnementale, où nous siégeons en compagnie de la Suisse, du Mexique, du Liechtenstein et de la Corée, ce qui nous permet de nous rassembler et de faire entendre une voix un petit peu plus forte, puisque nous sommes plus nombreux. Donc c'est au travers de ce groupe que nous essayons de porter notre voix et de faire entendre notre voix. Et puis nous sommes intervenus également au travers de réunions ministérielles. Notamment, j'ai participé à un dialogue, à une table ronde ministérielle sur l'ambition pré-2030, s'agissant des mesures d'atténuation, où j'ai pu présenter les mesures que Monaco met en place pour limiter le réchauffement climatique et atteindre donc notre ambition de 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 et neutralité carbone en 2050. J'ai aussi participé à un dialogue interministériel sur la finance climatique avec d'autres collègues ministres de différents pays pour expliquer un petit peu les moyens et les soutiens que la principauté apporte aux pays en développement en matière de coopération et de finances pour les aider à appréhender mieux le réchauffement climatique et surtout les dégâts qui peuvent être causés par ce réchauffement climatique. C'est important pour Monaco de faire entendre sa voix et de montrer qu'il est possible d'atteindre ses objectifs ? Oui, évidemment, c'est très important pour la principauté, puisque vous savez combien le prince souverain est engagé dans la lutte contre le changement climatique. Donc, la principauté a toute sa place au sein de ces COP. Et nous portons également la voix de la principauté pour soutenir la préservation des océans et de la cryosphère. Ça aussi, un thème très cher aux souverains et au gouvernement princier. Et j'ai participé aussi à une autre réunion où nous avons soutenu une nouvelle initiative sur la préservation de la cryosphère, où nous avons signé d'ailleurs une déclaration à ce sujet aux côtés d'autres pays comme l'Islande, le Chili, la Suisse encore, la Norvège, les Samoa et encore d'autres pays. Madame le ministre, vous qui avez pu prendre le pouls de cette COP27, est-ce que les objectifs peuvent être atteints ? Alors écoutez, je crois qu'il faut rester optimiste. Je crois que les États, enfin tous les pays partagent cette ambition
de mesurer l'impact du changement climatique et de limiter l'impact à 1,5 degré. Donc c'est une ambition commune et partagée. Je crois que la réunion du G20 qui a eu lieu à Bali a aidé aussi, ou va aider, je l'espère, l'issue de ces négociations, puisque là aussi, les pays du G20 ont donné mandat à la COP de maintenir cette ambition haut et fort. Donc je suis optimiste, il faut absolument que le message reste clair, que tous les États prennent leur part et qu'on arrive à atteindre cette ambition. Un effort commun donc. Merci infiniment Isabelle Béraud-Amadei d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Et bonne fête nationale. Beaucoup. Merci Émilie, bonne fête nationale à vous aussi. Du sport à présent, après une semaine sans match, la Roca Team a retrouvé hier le parquet de Gaston Médecin pour la 8e journée d'Euroleague. Les Monégasques recevaient les Basques de Vitoria pour ce qui devait être un feu d'artifice offensif et finalement tout s'est joué sur la défense. Le résumé de cette rencontre, c'est avec Yannick Debevert et Hugo Comasa. C'est avec la meilleure attaque d'Euroleague que Baskonia est venu défier la Roca Team à Gaston Médecin ce vendredi. Avant le début de la rencontre, Mike James a reçu des mains du président Fedorichev son trophée de MVP du mois d'octobre. Le match débute comme prévu avec beaucoup de possessions et de points marqués. Le collectif basque met à mal la défense de Monaco qui ne parvient pas à s'adapter et encaisse 24 points dans ce premier quart. Dans le deuxième quart, la Roca Team hausse le ton défensivement et communique bien mieux pour causer des problèmes à Baskonia. Pour répondre à un Pierre Henry magnifiquement inspiré sur cette rencontre, il fallait un détonateur monégasque. Ce vendredi, il s'appelait Yacouba Ouattara. Avec toute son envie, le Français inscrit 7 points en 1 minute pour convertir un 11-0 de la Roca Team et faire exulter Gaston Médecin. 48-45 à la mi-temps, le match est plus qu'indécis et Monaco manque de maîtrise. Le troisième quart sera un naufrage offensif pour les Roca Boys. Incapables d'inscrire le moindre point pendant 5 minutes, les joueurs du Rocher voient Baskonia prendre les commandes de ce match. Heureusement, l'état d'esprit monégasque est irréprochable, la défense est solide et les joueurs ne lâchent rien devant leur public pour rester dans les talons de Vitoria. Le dernier quart est un thriller. Monaco cadenasse Baskonia pour recoller petit à petit. Un leader offensif se détache. Eli Okobo, auteur de 22 points. Avec ses 2 paniers consécutifs, la Roca Team reprend l'avantage et ne va plus jamais le lâcher. Okobo et Lloyd se chargent de convertir les lancers francs de fin de rencontre pour sécuriser une victoire dans la douleur 79-74. After some sloppy, start, second half, we did, let's say, better ball movement, better choosing the guys who we want to attack, and in the end, we deserve, 100% to win. On veut protéger notre terrain, on veut pas perdre ici, et on bosse dur, et tout le monde a apporté quelque chose, que ce soit défensivement, on a vu l'interception d'Alpha quand ils sont en contre-attaque en 2 contre 1, et c'est ce genre d'actions qui nous font gagner les matchs, donc voilà, un vrai combat. Avec cette victoire, Monaco s'accroche à la 2e place d'Euroleague, ex-aequo avec l'Olympiakos. Prochaine rencontre ce dimanche à 17 h avec la réception de Limoges en championnat de France. Et lors de cette rencontre d'Euroleague, les spectateurs de Gaston Médecin ont pu apprécier un show unique à Monaco. Les Barjots Dunkers ont livré un spectacle de haute voltige entre les quarts-temps et à la mi-temps, avec des dunks de folie. Yannick Debevert n'en a évidemment pas raté une miette. Dante Hall et Yacouba Ouattara, adeptes des dunks surpuissants, avaient de la concurrence ce vendredi à Gaston Médecin. Les Barjots Dunkers sont venus avec une idée en tête, leur voler la vedette. C'est une équipe professionnelle de basket acrobatique qui fait le show partout dans le monde. Je pense que c'est vachement calqué sur l'esprit du basket, c'est-à-dire performance mais également spectacle. Nous on aime beaucoup performer, à chaque fois qu'on met un dunk, on fait beaucoup de célébrations et on essaye vraiment à chaque fois d'emporter la foule avec nous. Le parquet, le panier c'est super, c'est propre, c'est neuf, donc j'espère que le public sera là pour nous encourager et qu'on va pouvoir les régaler en retour. Et le public s'est évidemment régalé de ce show unique. C'est la première fois qu'un tel spectacle était organisé lors d'un match de la Roca Team à Gaston Médecin. Et vu l'engouement,
Il se pourrait bien que les barges Dunker reviennent en principauté pour de nouveau exploser les paniers. On reste dans le sport avec le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Charles Leclerc a signé le 3e temps des qualifs du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il partira derrière les 2 pilotes Red Bull, Sergio Pérez et Max Verstappen. Et puis il y aura un monégasque au championnat du monde Ironman en Finlande en août 2023. Sonny Folkeri a réalisé une très belle performance lors de l'Ironman d'Égypte en signant un chrono de 4 heures 42 minutes et 12 secondes et en décrochant donc son billet pour les championnats du monde. Il s'agira de sa 3e participation après l'Afrique du Sud en 2018 et Nice en 2019. Jetons un coup d'œil à présent sur vos prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever, quelle est la tendance pour la journée de demain Yannick? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La météo de ce dimanche sera semblable à celle du jour, à savoir un ciel habillé de nuages avec un soleil bien présent qui sera là pour chauffer la principauté même si les températures sont en baisse. Il fera 8 degrés au petit matin et 15 degrés seulement au meilleur de la journée. Ce dimanche 20 novembre, nous célébrons les Edmonds. Merci Yannick et merci à vous de votre fidélité et d'avoir suivi en direct à nos côtés la fête nationale monégasque. On referme ce journal comme nous l'avions débuté avec la fête du Prince et une sélection des meilleurs clichés des photographes de la direction de la communication. Excellente soirée à tous, bonne fête nationale et à demain 20 h pour le best-of de la semaine.